Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Vous savez ce qu'ont en commun les séries She-Ra, Mon Petit Poney et Transformers? À part que ce sont des séries des années 80 qui ont eu droit à des reboots dans les années 2010. Eh bien, ce sont des séries qu'on peut qualifier de toyetiques, c'est-à-dire des séries entièrement dédiées à la vente d'une gamme de jouets et aux nombreux gadgets qui la composent. Je parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, où le seul moyen de lancer un nouveau jouet sur le marché, c'était d'en produire un cartoon et de le diffuser avant et après l'école, puis le reste du week-end. Et l'air de rien, c'était une sacrée entreprise, parce que ça demandait quand même de créer tout un univers avec des règles qui lui sont propres, des héros, des méchants et parfois des pouvoirs spécifiques. Certaines commandes des producteurs de jouets pouvaient même influencer la direction que prenait la série. Le meilleur exemple reste les Tortues Ninja version 87. Dans le comics original de l'ère des Hitman, les 4 tortues avaient le même masque rouge et se différenciaient par leurs armes ou leurs répliques. Mais ça aurait été difficile de convaincre les parents de dépenser leurs dollars durement gagnés pour 4 figurines identiques dont on peut juste échanger les accessoires. Donc on demande aux producteurs du cartoon d'attribuer une couleur à chaque tortue, on peint les couleurs à même la figurine et c'est marre. C'est même tellement marre que cette commande de producteur fait encore partie de l'identité de la licence 35 ans plus tard. Mais ces impératifs peuvent également causer des problèmes pendant la production du cartoon. Déjà, les studios avaient rarement du budget pour faire une animation vraiment fluide, au-delà du générique j'entends. Je vous laisse donc imaginer quand on doit animer des trucs compliqués, genre des combats. Vous allez regretter de vous être attaqué à nous! Saleté de bâton! Les chevaux. Ou les moules pour faire les poupées, et qui étaient tous identiques, ce qui a mené à créer des hommes et des femmes identiques. Et même les enfants nés en 95, comme moi, n'ont pas longtemps échappé à ces publicités de 20 minutes. On a eu des restes de diffusion dans des programmes typés Club Dorothée, Midi les Zouzous, ou encore celui qui a fait mon enfance personnelle. On est sur Minicums Télévision. Mini Cam Cam. Ah, la nostalgie. Ça a même continué pendant un moment avec des séries type Totally Spies, Pokémon ou encore Beyblade. Ouais, c'est difficile quand tu te rends compte en grandissant que tu vénérais des panneaux publicitaires ambulants dans ton enfance. Pourtant, il fallait bien réfléchir à l'histoire derrière ces morceaux de plastique qu'on nous vendait avant d'aller à l'école. Et même si ça volait pas toujours très haut, ça résonnait avec une partie de notre cerveau enfantin. Au point que ces fans, maintenant adultes et auteurs, peuvent revenir sur certaines de ces œuvres qui les ont marqués et en faire quelque chose de plus que des publicités de 20 minutes. Comme She-Ra et ses personnages ouvertement LGBT. Don't you get it? I love you. I always have. La bande à Picsou et ses drames familiaux. Dororo et ses personnages plus réalistes. Bon d'accord, je triche un peu pour celui-là, le manga date des années 50. Et n'oublions pas la seconde série la plus nécromancée après Transformers, Tortues Ninja, dont les versions 2003 et 2012 ajoutent chacune des pierres à leur édifice. Édifice qui culminera dans la version 2018 et son animation qui envoie du pâté ouzbek. Hâte de voir le film Netflix d'ailleurs. Et donnez-nous la saison 2 en France! Mais toutes les séries de cette époque ne sont pas nécessairement considérées comme assez nostalgiquement cultes pour mériter un reboot. Parmi elles, le sujet de cette vidéo, c'est pas trop tôt, à savoir... je vais la laisser se présenter. Princesse Diana, joyau magique. Si vous avez chantonné ce générique, ravi de vous dire que vous avez le même âge que moi. Sorti tout droit de l'esprit de Robert Mundell, Starla, ou Princess Guinevere and the Jewel Riders en anglais, est une commande de la société Hasbro pour tenter de donner le pion à Mattel et sa Barbie sur le marché des poupées. Cette série américaine de 2 saisons de 13 épisodes chacune sera diffusée en France dans les Minicums entre 95 et 96, avec des rediffusions plus tardives. Et elle compilera tous les défauts de production inhérents à cette époque. Des créatures trop compliquées à animer pour un budget trop faible, des effets de lumière et de couleurs saturées car destinés aux petites filles, des bestioles rendues stupidement mignonnes pour vendre des peluches, des personnages à la personnalité creuse et au physique identique pour correspondre au moule des jouets, j'en passe et des meilleurs. Mais si j'en parle, c'est qu'elle doit bien avoir le potentiel d'être plus qu'une pub de 20 minutes, non ? Eh bien voyons un peu ce qu'il en est. La série devait au départ être une adaptation un peu libre de la Ballade de Pern, un cycle de romans écrit par Anne McCaffrey entre 1968 et 2011,
année de la mort de McCaffrey. D'autres romans verront le jour sous la plume d'autres auteurs jusqu'en 2018. Ces romans racontent les aventures de différents personnages sur la planète Pern, dont des chevaliers qui ont la particularité de chevaucher des dragons auxquels ils sont psychiquement liés pour toujours. Concept légèrement repris par Christopher Paolini pour son cycle L'Héritage en 2003. La Ballade de Pern est aujourd'hui considérée comme un exemple très frappant de la littérature imaginaire de l'époque et une des œuvres fondatrices du sous-genre de la space fantasy. Mais je suppose que l'œuvre devait être trop obscure pour les fabricants de jouets de l'époque et que les droits d'adaptation coûtaient trop cher, donc ils ont préféré piocher dans la légende arthurienne et les contes de fées qui, eux, sont dans le domaine public. Ainsi, nous quittons Pern pour entrer dans Avalon, pays dont la magie provient de cristaux et de bijoux magiques qu'on peut trouver un peu partout. Et plus particulièrement les 7 joyaux du royaume, qui représentent chacun un territoire de ce pays, dirigé par le roi Jared, la reine Anya et la princesse Starla. Un jour, Lady Kale, sœur maléfique de la reine Anya, essaye de voler ces fameux joyaux pour s'emparer du trône. Objectif qu'elle tente d'atteindre en emprisonnant leur gardien, le puissant mage Merlin, grâce au joyau de la nuit, un joyau chargé d'énergie maléfique. Dans le combat, les joyaux sont éparpillés à travers tout le royaume et il revient à la princesse Starla et ses amis Fallon et Tamara de les retrouver avant sa tente diabolique en tant que chevalier du joyau soleil. Je sais qu'on dirait pas avec ces personnages clichés, ces couleurs criardes et ces tentatives de 3D hasardeuses typiques des années 90, mais cette série avait une certaine dimension subversive pour l'époque. Alors bon, c'est pas vraiment grand chose, mais faire de l'héroïne principale une magicienne et un chevalier en plus d'une princesse, qui sauve ses 2 intérêts amoureux et à plusieurs reprises, c'était plutôt féministe pour l'époque. En tout cas, plus que ce que Totally Spies n'avait l'air décidé à faire. C'est juste dommage que l'univers ne soit pas tellement plus travaillé et que les personnages soient simplement des copier-coller avec des swap colors. C'est là que j'interviens. Je vais faire un petit redesign des 3 héroïnes de Princesse Starla et les joyaux magiques, avec un résumé rapide de comment je les réécrirai. J'ai même refait le logo hors champ pour l'occasion. Mais cette fois-ci, je me suis imposé 3 règles. Petit 1, il faut savoir que dans Starla, chaque chevalier se lie à une monture grâce à son joyau. Monture avec laquelle il ou elle peut communiquer par télépathie, chose qui n'est pas possible pour les non-magiciens et les non-chevaliers. Oh mais c'est extraordinaire, maintenant j'arrive à vous comprendre. Et même si j'ai un peu de mal à designer les animaux, je vais également réécrire les montures. Parce que bon, les licornes c'est sympa 5 minutes, mais ça devient rapidement lassant. Petit 2, je vais leur faire 2 designs, une version civile et une version transformée. Parce que même si l'armure ne fait pas le héros, elle fait le cosplay. Et petit 3, j'ai décidé de m'adapter au style de quelqu'un d'autre. Parce que si t'es pas fichu de te tenir à une esthétique définitivement établie, alors c'est tout le projet qui passera à la casserole. Donc, pour reprendre l'idée de Fairy Fountain sur Twitter, checker son ArtStation, ça vaut la peine, je vais reprendre le style de Ray Geiger, character designer sur la série She-Ra de 2018. À nos marques, prêts, dessinons. Starla / Guinevere est l'héroïne principale de la série, la fille unique du couple régnant sur Avalon et la nièce de la méchante principale Lady Kale. Elle est également la dernière de sa génération à devenir chevalier des joyaux en recevant celui du soleil et sa monture, une très rare licorne ailée baptisée Sunstar. Le joyau soleil lui permet d'obtenir des pouvoirs différents selon les couleurs du spectre lumineux. Vert pour faire croître les plantes, bleu pour créer des boucliers, jaune pour embellir les objets, etc. Elle peut également manipuler la lumière pour rendre les choses visibles ou invisibles. Mais les pouvoirs des joyaux sont généralement assez vagues, donc ne prenez pas ce que je dis pour parole d'évangile. En termes de personnalité, Starla est décrite comme courageuse, impulsive, intelligente, parfois snob, et légèrement obsédée par son apparence. Ce qui est logique quand tu grandis sous l'œil attentif de centaines de personnes que tu devras diriger dans le futur. Elle a également subi un changement de comédienne de doublage en anglais, passant de Kerry Butler dans la première saison à Jean Louisa Kelly dans la seconde. En français, elle et Sunstar sont jouées par Barbara Tissier, connue entre autres pour être la voix officielle de Cameron Diaz. Sunstar, laquelle de ces robes préfères-tu? Elles sont toutes les 2 très jolies.
En somme, Starla ne brille pas vraiment par son originalité, surtout au vu des normes des héroïnes pour filles de l'époque. Voyons ce qu'on peut en faire. Pour la tenue civile de Starla, je pense garder le design original qui est déjà très correct en soi. On va juste rendre ses manches un peu moins bouffantes et l'encoche pour son joyau un peu moins évidente. Son mode transformé va avoir droit à un changement par contre, parce que les excroissances censées imiter les voiles de la poupée, on dira ce qu'on voudra, mais c'est moche. Je pense plutôt m'inspirer de l'armure qu'elle obtient dans la saison 2, que je trouve beaucoup plus élégante. Je vais également atténuer le rose de ses tenues originales, histoire que ça clash pas trop avec les touches d'or de l'armure et du joyau soleil. Et ça me donne une transition toute trouvée pour ma réécriture du lore de la série. Les Chevaliers des Joyaux sont des guerriers légendaires qui ont protégé le monde à de nombreuses reprises avant que l'ordre ne soit dissous et que les joyaux magiques ne soient dispersés aux 4 vents il y a des siècles. Les 10 joyaux donnent à leurs possesseurs non seulement des pouvoirs spécifiques, mais également des armes et des montures gardiennes différentes selon la personnalité du chevalier qui l'obtient. Et comme j'avais dans l'idée qu'un artefact en rapport avec le soleil devrait maîtriser la lumière mais aussi le feu, j'ai décidé de faire de Sunstar une dragonne aux écailles lumineuses. Parce que je trouve que ça fait déjà plus soleil qu'une licorne ailée et qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les dragons c'est classe. Et comme on parle d'une membre de la famille royale, l'épée s'impose comme arme magique pour elle. Concernant le caractère de Starla, elle aurait grandi avec les légendes des Chevaliers des Joyaux et rêverait d'en devenir une malgré la disparition de l'ordre. Ainsi, elle s'est entraînée au combat et à l'escrime, prête à s'élancer sur les routes pour protéger la veuve et l'orphelin, aux grandes dames de son entourage qui voudraient qu'elle prenne un peu plus au sérieux son rôle de princesse. Jusqu'au jour où tous les habitants de la capitale, rois et reines compris, se retrouvent pétrifiés par une malédiction lancée par la malfaisante Lady Kale. Starla serait alors forcée à faire face à une situation oppressante et à apprendre que la vie ne se déroule pas comme dans les légendes. La série sera alors l'occasion pour elle de mûrir comme le voulait son entourage, mais sans pour autant complètement renier ses idéaux de chevalière et de trouver un moyen de tirer le meilleur de ces deux états d'esprit. Fallon est un chevalier des joyaux, porteuse du joyau de la lune, et dont la monture est une licorne nommée Moondance. Son joyau lui permet de créer / détecter des illusions, de retrouver son chemin, de révéler des passages secrets, et il rend Moondance plus rapide. Dans le vrai monde, on appelle ça du dopage, en avalon, c'est un effet secondaire normal d'un joyau magique. Côté caractère, Fallon est la plus sérieuse du groupe, très concernée par les droits et devoirs d'un chevalier, et également la plus sarcastique de la bande. C'est à croire que passer une soirée avec de beaux garçons est pour toi un véritable calvaire. Danser et embrasser les garçons, c'est tout ce que tu sais faire. C'est pas mon cas, figure-toi. Elle est très athlétique et connaît les forêts d'Avalon comme sa poche. Elle est interprétée par Deborah Allison en anglais et Laurence Crouzet en français, connue pour jouer April dans Les Tortues Ninja de 87 et Amanda dans Detroit Become Human. Crouzet joue également Moondance et la reine Anya. J'ai sauté par-dessus des buissons qui ont tenté de m'agripper. Je ne sais pas si tu réalises, chevalier des joyaux, ton rêve devient enfin réalité. Quand j'étais petite, Fallon était ma chevalière préférée, en grande partie à cause de son côté garçon manqué,
qui me la faisait paraître plus cool que Starla, la Barbie de contrefaçon. Bon, ça volait pas haut, mais c'était tout ce que j'avais, ok ? Essayons donc de faire quelque chose de ce cliché qui a la vie dure. Je sais pas si c'est un biais cognitif parce que c'est ma chevalière préférée, mais il y a assez peu de détails que j'ai envie de modifier sur les deux tenues de Fallon. Je trouve que dans les deux cas, c'est aussi élégant qu'efficace et qu'il suffirait simplement de retirer les marquages qui rappellent que ce sont des designs de poupées. À la limite, je vais changer sa coupe de cheveux, le casque de sa tenue transformée et je vais plutôt mettre son joyau au niveau de sa capuche que sur son bide. Son joyau lune lui permettrait de plonger une zone tout entière dans l'obscurité, de créer des illusions et d'influencer les cours d'eau. Après, j'hésite un peu à lui donner l'invisibilité comme pouvoir, car j'ai déjà donné la maîtrise de la lumière à Starla, mais on va dire que c'est les scénaristes qui décideront. Symbolisme lunaire oblige, je propose de lui donner un arc qui tirerait des flèches de lumière qu'elle pourrait contrôler à distance. Et comme je me dis qu'un félin correspondrait plus à son caractère et à la thématique lunaire, j'ai décidé de faire de Moondance une panthère bleu nuit un peu stylisée. Pour ce qui est de sa personnalité, j'imaginais faire de Fallon la garde du corps de Starla depuis la préadolescence. Avec Tamara, elle est celle qui connaît le mieux la princesse et par conséquent, elle a toujours un coup d'avance sur ses farces et ses magouilles pour sécher les cours. Même si elle est contente que sa princesse puisse se défendre un minimum, ça l'exaspère de la voir tout faire pour esquiver ses devoirs royaux. En effet, Fallon est particulièrement attachée aux devoirs et obligations qui accompagnent les rôles de souverain, ce qui l'a conduite à avoir une certaine connaissance des lois d'Avalon. Elle est très exigeante envers les autres et encore plus envers elle-même. Elle montre très peu ses sentiments et déteste paraître faible car ça lui donne l'impression qu'elle abandonne tout le monde. La série sera alors l'occasion pour Fallon d'apprendre à accepter sa part de vulnérabilité et qu'elle peut se permettre d'être irresponsable de temps en temps. Du haut de ses 15 ans, Tamara est la plus jeune du groupe. Son joyau au cœur lui permet de communiquer avec les animaux en général, dont 3 mascottes insupportables qui la suivent un peu partout, et sa monture qu'elle ne rencontre que dans la saison 2, Ombre chantante la licorne zèbre. Croyez-moi, c'est pas le truc le plus bizarre dans cette série. Son joyau lui permet également de guérir les blessures et de renforcer les pouvoirs des autres en jouant de la musique. Tamara est une fille très sensible et très impliquée dans le soin des animaux. Il faut dire qu'elle a grandi dans une ferme et que ses parents sont chargés d'élever les montures potentielles des futurs chevaliers. Musicienne aguerrie, elle est aussi franche et compatissante que prompte à se perdre dans son propre monde. Elle est jouée par Laura Dean en anglais et Valérie Siclet en français, surtout connue pour être la 3e voix de Blanche-Neige et la voix de Harley Quinn dans les jeux Batman depuis 2009. Cléo, c'était très bien mon trésor, mais disons que ça manquait un petit peu de, comment dire, d'énergie. J'aime bien Tamara, mais je la trouve un peu de tension comparée aux deux autres. On va essayer de lui donner un peu plus de caractère. Assez étonnamment, Tamara est celle que j'ai décidé de modifier le plus par rapport aux héroïnes originales. Déjà parce que je trouve sa tenue transformée ridicule, et aussi parce que j'ai envie de mettre un peu de semi-humain dans ce casting. J'ai donc décidé d'en faire une demi-fée, symbolisée ici par ses oreilles pointues et ses yeux jaune-vert. Si je pense reprendre sa seconde armure pour sa tenue transformée, je pense plutôt m'inspirer du personnage de Flutorina dans She-Ra 2018 pour sa tenue civile.
peut-être en un peu plus feuillis. Ça accentuera son côté enfantin par rapport à ses amis. Côté magie, je pense ne laisser au joyau cœur que les pouvoirs guérisseurs et faire de son empathie et de la communication avec les animaux des pouvoirs innés à sa part féerique. Et pour refléter l'aspect protecteur de sa personnalité, j'ai décidé de lui offrir un bouclier rond. Si c'est assez bien pour Steven Universe et Captain America, alors ce sera assez bien pour une chevalière des joyaux. Sa monture gardienne, que je rebaptise officiellement Chantombre, sera la seule à rester une licorne, pour son côté un peu enfantin et parce que certains mythes disent que sa corne peut guérir les maladies. Quant à sa personnalité, je pense faire de Tamara une amoureuse des animaux. Sa mère est une fée de la nature et son père est le soigneur officiel de l'écurie royale, ce qui fait qu'elle a grandi entourée de toutes sortes de bestioles, comme certains grandiraient entourés de beaucoup de frères et sœurs. Malgré tout, ses parents voudraient qu'elle se lie un peu plus à des humanoïdes et ont donc fait en sorte qu'elle devienne la demoiselle de compagnie officielle de Starla. Et même si elles sont toutes les deux très proches, Tamara ne pourrait tout simplement pas s'empêcher de s'arrêter faire la conversation avec toutes les petites bêtes qui croisent sa route. Et cette habitude se renforcerait quand ses parents se font pétrifier avec le reste de la capitale pour la protéger de la réalité de cette situation. La série serait alors l'occasion pour Tamara d'affronter ses peurs et d'en sortir plus mature et plus sûre d'elle. D'abord, j'aimerais faire une dédicace rapide à Jewel Riders Archives, un site de fans qui m'a bien aidé dans mes recherches. Bon, tout est en anglais, mais ça reste une banque de données vraiment très complète, autant sur le lore que sur la production de Princess Starla. Ce qui est un peu triste quand on se rend compte de l'état de la série aujourd'hui. En effet, si la série a eu un petit succès d'estime chez nous, elle n'a jamais vraiment décollé outre-Atlantique, en grande partie parce que des associations de parents lui reprochaient son côté commercial hyper évident et de repomper tous les cartoons pour filles de l'époque. Bon, c'est pas complètement faux, mais c'était pareil un peu partout et depuis un moment. Ça n'excuse pas la démarche, je suis d'accord, mais personnellement, je trouve que c'est un peu ridicule de le reprocher à Starla plus qu'à Mon Petit Poney ou à She-Ra, qui en plus n'était au départ qu'une version féminine de Musclor, alors que les deux autres étaient au moins des créations originales. Enfin, original, c'est un bien grand mot. Malgré la diversité de la gamme de jouets Starla, ces derniers ne sortiront jamais vraiment du lot, même chez nous. Et du coup, la série tombera dans un oubli relatif qui fait qu'à moins d'avoir grandi avec les Minicums, et je parle des vrais Minicums, pas de cette espèce de fausse tentative de revival de 2017, vous risquez de ne pas avoir entendu parler de Starla et les joyaux magiques. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que si tous les reboots de ces vieilles séries jusqu'ici ont bien démontré quelque chose, c'est que même ce qui était à la base des publicités de 20 minutes peuvent avoir le potentiel nécessaire pour faire de belles histoires, avec des personnages au physique variés qui font face à des drames sincères et qui démontrent une évolution de comment on considère l'animation en tant que médium. Et si vous n'avez pas confiance en mes idées de redesign, eh bien je vous conseille de vous renseigner un peu sur Avalon Web of Magic, un cycle de 12 romans fantasy young adult, coécrit entre 2001 et 2012 par Rachel Roberts et Robert Mandel, créateur original de Princess Starla et les joyaux magiques. Bon alors, j'ai pas lu les bouquins, donc je peux pas dire s'ils sont bons ou non. Mais en gros, ils racontent les aventures de 3 terriennes qui se font isekaiser dans Avalon et doivent trouver un moyen de rentrer chez elles tout en sauvant cet autre monde des forces du mal. Scénario peu original, je le reconnais, mais leur simple existence est la preuve que même une œuvre commerciale comme jamais peut devenir autre chose en changeant quelques détails à la structure. Et c'est cette infinité de potentialités
qui fait le sel de la création audiovisuelle. Enfin ça, le Nostalgia prône et Disney qui rachète la planète entière. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de séries à redesigner dans les commentaires. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger le dragon en partant. Trop tard. Run for your life!